Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous êtes nombreuses et nombreux à laisser des avis positifs sur Internet, comme Mystique 1975 qui nous dit sur Apple Podcast: excellente émission, les enquêtes et infos sont passionnantes et claires, à écouter sans modération. Ou encore Hervé sur Podcast Addict, lui: le meilleur podcast de décryptage de l'information. Je vous écoute depuis Hong Kong, nous dit Hervé, et j'apprécie vos analyses sans parti pris. Félicitations à vous. Vos avis et les petites étoiles qui vont avec nous aident à être mis en avant. Donc, au nom de toute l'équipe de Code Source, un grand merci à vous et continuez de nous écouter. Aujourd'hui, l'affaire Mia, épisode 2. L'enlèvement de Mia, 8 ans, le mardi 13 avril dans les Vosges, a fait la une de l'actualité. Ce fait divers a montré les conséquences concrètes que peuvent avoir les théories complotistes. Face aux enquêteurs, les suspects se sont présentés, je cite, comme des dissidents à un système barbare. Ils ont expliqué en résumé avoir voulu faire le bien en rendant une enfant à sa mère. Code Source a choisi de raconter cette affaire en 2 épisodes. Le premier sur le déroulé des faits, de l'enlèvement proprement dit, et le deuxième aujourd'hui consacré au profil des kidnappeurs présumés et de l'homme soupçonné de les avoir inspirés. Récit de Ronan Folgoas et Jean-Michel Descugis du service police-justice du Parisien. Une alerte enlèvement a été déclenchée ce soir. C'est une fillette âgée de 8 ans qui a été enlevée ce matin. Mia n'a pas encore été retrouvée, comme l'a précisé le procureur des Vosges ce matin. Nous recherchons toujours activement l'enfant. On l'a appris en début de soirée, les 3 hommes qui étaient recherchés pour l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en France ont été interpellés et placés en garde à vue. Connus des services de renseignement et présentés comme des militants de l'ultra-droite. Cet enlèvement a été conçu comme une opération de type militaire. C'est l'information de la matinée. Mia et sa mère retrouvées il y a à peine 2 heures en Suisse, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la France. Mia et sa mère sont retrouvées en Suisse dans un squat le dimanche 18 avril. Le lendemain, la fillette est de nouveau confiée à sa grand-mère maternelle, la mère de Lola Montemaggi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le même jour, dans la soirée, le Parisien révèle qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre un homme soupçonné d'avoir inspiré le commando qui a enlevé Mia. Jean-Michel Descugis, il s'agit d'un certain Rémi Daillé-Widmann. C'est le fils d'un parlementaire. Lui-même a fait de la politique, et puis il a été le chef de file du MoDem en Haute-Garonne, avant d'être viré parce qu'il avait enregistré à son insu François Bayrou. Au MoDem, quel souvenir il a laissé ? Un souvenir désastreux, on le décrit comme un type totalement cinglé. Il s'est présenté un jour lors d'un congrès avec un masque, un tuba et des palmes. Il avait des obsessions qui étaient complotistes, extrêmes. Ronan Folgoas, à quoi il ressemble ? Alors Rémi Daillé-Widmann est un quinquagénaire, il est né en 1966, il apparaît avec une fine barbichette, une petite moustache, souvent vêtu d'une chemise ou alors d'un costume pour des déclarations auxquelles il veut donner un caractère plus officiel. C'est un personnage assez charismatique. Il vit en Malaisie depuis quelques années et de là-bas, Rémi Daillé-Widmann est devenu une figure de la sphère complotiste. Que fait-il concrètement ? Il anime des sites, un qui appelle au renversement du gouvernement. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à la résistance, mais les discussions que j'ai eues avec les chefs de l'opposition et de la dissidence me montrent que personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir. Je le suis, je vais donc le faire. Il propose un gouvernement provisoire avec 81 mesures totalement dingues. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine, je ferai stopper les placements abusifs d'enfants, je ferai sortir le pays de l'Europe, qui n'est plus capable d'assurer ses missions. La mise en examen de tous les ministres depuis 1981, enfin des choses totalement insensées. Et puis il anime un site plus dramatique qui incite les parents à déscolariser leurs enfants. Ça s'appelle l'école à la maison. Bonjour, en venant sur ce site, vous vous posez certainement des questions telles que: suis-je capable de faire l'école à la maison? Ai-je le niveau? Est-ce que j'aurai le temps? Peut-on commencer en milieu d'année? Sauf que l'école à la maison, c'est très réglementé et on ne peut pas faire l'école comme on veut. Justement, quel rôle a joué ce site dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia ?
Mais ce site est énormément consulté, il fait des centaines de milliers de vues, et la mère de Mia l'a évidemment consulté. L'élévation et l'instruction de l'enfant ne sont pas le but que se proposent les gouvernements. Au contraire, il s'agit de transformer votre enfant en consommateur et citoyen docile avec un minimum de sens critique et donc un minimum de savoir. Les parents ont le droit de souhaiter autre chose. Ce site n'est pas là pour agiter des peurs, mais pour vous aider à sortir de ce piège. Jean-Michel Lécugis, Rémi Daillet est soupçonné d'avoir applaudi des tags négationnistes apparus à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, village où 643 civils français ont été massacrés par une division SS le 10 juin 1944. Sur un site, il a utilisé un pseudo, il s'est félicité bien de ces tags, ce qui lui a valu d'avoir une fiche verte Interpol, c'est-à-dire une fiche d'information, et une enquête ouverte à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Ronan Folgoas, son nom a été cité dans l'actualité suite à un fait divers en novembre dernier dans les Landes à Dax. Son nom va apparaître dans l'enquête qui concerne la dégradation de la gendarmerie de Dax. En effet, un forcené a voulu franchir les portes de la gendarmerie. Et au volant de sa voiture, il y est parvenu d'ailleurs, jusqu'à pénétrer dans la cour intérieure. Il a même blessé certaines personnes. Et au cours de ces interrogatoires, il va révéler qu'un homme domicilié en Asie du Sud-Est l'aurait influencé, l'aurait poussé à l'action. Et on comprendra que cet homme, c'est Rémi Daillet-Wiedemann. Ronan Folgoas, d'un mot, pourquoi est-ce qu'on le soupçonne d'être le gourou du commando Lima ? Tout simplement parce que les hommes placés en garde à vue vont citer son nom comme étant leur référence idéologique, l'inspirateur de leurs actions. Le lendemain de la sortie de l'article du Parisien sur lui, Ronan Folgoas, vous arrivez à l'interviewer longuement. Est-ce qu'il reconnaît d'abord être impliqué dans l'opération Lima ? Alors il est très malin. Il ne va jamais contester formellement son implication, mais tout en éludant la question. Il précise qu'il n'a jamais été en contact direct avec Lola et il ne répond pas vraiment à la question quand on lui fait remarquer que les hommes mis en cause dans l'opération Lima font référence à lui. Il dit écoutez, ça me fait beaucoup d'honneur et moi si je peux les aider à mon tour, je les aiderai. Mais il ne dit pas, il ne reconnaît pas un lien avec l'opération ni avec ses hommes. Mais il dit aussi que Lola Montemaggi a eu raison de faire ça. Elle a eu raison et que lui, il soutient tous les parents qui voudraient récupérer leurs enfants placés pour des raisons abusives. Ce sont des héros parce qu'ils rétablissent, ils mettent terme à une infraction, ils rétablissent le droit. Et ils répondent à une demande pressante de la part d'une maman. Donc moi je les félicite et on fera tout ce qu'il faut pour les libérer. Il soutient évidemment tous les parents, Lola en particulier. Et il dit aussi qu'elle a demandé de l'aide. C'est là toute l'ambiguïté de son discours. D'un côté, il conteste le fait d'avoir été en contact avec Lola directement, mais de la même manière, il savait que Lola demandait de l'aide et qu'il fallait que des hommes se réunissent pour lui en donner. Depuis le dimanche 18 avril, il fait donc l'objet d'un mandat d'arrêt international. Est-ce qu'il a peur d'être arrêté ? Visiblement non, en tout cas dans ce qu'il laisse apparaître. Je veux dire qu'il m'arrête, qu'il me mette à Fleury-Mérogis, j'écrirai mon livre, là, ce sera l'occasion. Les gens cesseront de dire que je suis du système, ils cesseront de dire que je suis planqué, ils verront que je suis en première ligne et je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays. Il ne reconnaît aucune légitimité à la justice française. Selon lui, une justice qui poursuivrait des parents qui voulaient simplement récupérer leurs enfants, ce n'est pas une justice légitime. Dans cette interview, Rémi Daillet dit aussi espérer un jour carrément accéder au pouvoir en France. C'est là qu'on bascule dans une autre dimension du personnage, une dimension mégalomaniaque, en tout cas un peu délirante. Il veut accéder aux plus hautes fonctions, des fonctions équivalentes à celles d'un monarque. Je suis là et je l'ai dit, je prendrai la tête de la France, si Dieu le veut. Il veut effectivement participer et mener le renversement du gouvernement de la République française, ni plus ni moins. Vous lui avez parlé directement au téléphone. Est-ce qu'il a l'air fou quand on lui parle ? Absolument pas, c'est-à-dire que son éventuelle folie n'apparaît qu'en bout de phrase, si j'ose dire. La première partie de ses explications est tout à fait entendable, respectable même, éventuellement. C'est ensuite dans ses conclusions que là, le masque tombe. Lorsqu'il compare par exemple l'oppression subie par les parents victimes des décisions de justice concernant les placements de leurs enfants avec l'oppression que les résistants ont vécue pendant la Seconde Guerre mondiale, là cette comparaison
apparaît tout d'un coup complètement déplacé, au moins sur le plan historique. Et dans cet entretien, vous l'avez senti comment? Est-ce qu'il est finalement satisfait de ce coup de pub qu'il reçoit avec cette affaire? Pour lui, effectivement, c'est une forme de consécration, peut-être, cette histoire, puisqu'il apparaît aux yeux d'un large public. Jusqu'à maintenant, sa notoriété était confinée à une frange de sympathisants qu'il estime à quelques dizaines de milliers de personnes, mais ça, c'est son estimation à lui. Peut-être qu'en réalité, c'est quelques centaines de personnes, quelques milliers tout au plus. Là, tout d'un coup, on lui donne évidemment un coup de projecteur d'ampleur nationale. Jean-Michel Descugis, de votre côté, le mercredi 21 avril, vous avez pu rencontrer et interviewer l'un de ceux qui ont participé à l'enlèvement de Mia, celui qui était surnommé Jeannot dans le commando, l'un des mis en examen. Donc, d'abord, où est-ce que vous l'avez vu? On l'a retrouvé chez lui, en Seine-Saint-Denis, dans son appartement, un appartement dévasté, puisque quand on est arrivé, on est tombé sur une porte qui était totalement entrouverte et cassée, avec des bandeaux de scotch marron qui barraient la porte. Tout est en vrac. Alors, il paraît, selon les voisins, que c'était déjà comme ça, mais enfin, je pense que le GIGN qui est intervenu n'a pas arrangé les choses. D'un mot, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en détention? Parce qu'il est le chauffeur de la fameuse camionnette Volkswagen Gris qui a enlevé la fillette, mais il n'a pas participé directement à l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé chez la grand-mère avec les autres. Les juges considèrent qu'il n'a pas participé directement à l'enlèvement. Il attendait dans la voiture, avec la maman, le retour de l'enfant. Pourquoi est-ce que lui, il a participé à cette opération? Alors, lui dit qu'il s'est fait manipuler, que c'est quelqu'un de vulnérable, fragile, et ils se sont servis de cette fragilité. Ils lui ont fait croire que la fillette était en danger, qu'elle ne pouvait plus voir sa mère. C'est là où elle m'a confirmé qu'effectivement son loi de récidive n'aurait pas été respectée. C'était peut-être une mythomane. Mais si c'est vrai, franchement, c'est peut-être pas bien ce qui s'est passé. Mais c'est inadmissible. Et donc, il a pensé aider cet enfant. Comment est-ce qu'il les a rencontrés? Il explique avoir rencontré les autres membres du groupe en marge de rassemblements organisés par Florian Philippot, qui est l'ancien numéro 2 du Front National et qui est aujourd'hui président d'un parti patriote et qui organisait des rassemblements anti-masques qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Quel est son profil? Alors, c'est un ancien cadre supérieur, puisqu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, il était directeur administratif dans une chocolaterie. Quelqu'un qui a fait un burn-out, qui a fait plusieurs séjours en psychiatrie et vraiment qui est très fragile. Il a un talisman autour du cou, il croit au divin, il pense que s'il n'est pas allé en prison, c'est parce qu'il est protégé par Dieu. C'est quelqu'un de très, très, très illuminé. Et une bonne partie de ce qu'il dit est délirant. Totalement délirant. Il nous parle d'enfants dans les tunnels sur lesquels on ferait des prélèvements avec des seringues dans la moelle épinière pour régénérer le corps des élites françaises. Il nous parle d'enlèvement d'enfants à l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, où il y aurait des satanistes, des pédophiles, et où les gamins seraient abusés par des élites. Il s'est entendu effectivement que la situation pouvait s'aggraver. On m'a parlé de pédocriminalité. Il nous dit aussi très 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 mal supporter le Covid, cette crise sanitaire. Il dit « je n'en peux plus ». Toute la journée, il est sur cet ordinateur, il voit très peu de monde et il s'est totalement renfermé dans un monde de défiance vis-à-vis de l'État. Jean-Michel Descugis, vous avez publié en janvier un livre sur l'ultra-droite avec 2 co-auteurs, La Poudrière chez Grasset, on en avait parlé dans Code Source. Et dans ce livre, vous parliez déjà de la menace complotiste. C'est une menace sur laquelle travaillent de plus en plus les services de renseignement français? Le phénomène est apparu il y a à peu près 1 an. Ça concerne des centaines de personnes. Et les renseignements effectivement intérieurs sont sur les dents. Ils ont peur d'une version à la française des Quanon, de ce mouvement qui récemment a envahi le Capitole. Donc des gens qui proviennent du mouvement des Gilets jaunes, dans lesquels beaucoup de gens se sont radicalisés, et puis des gens qui sont aussi contre les vaccins. Et on sait que depuis 2017, il y a eu 5 attentats déjoués à l'ultra-droite, avec des gens qui viennent de ces mouvances-là, qui n'ont pas le profil habituel des militants, des activistes de l'ultra-droite, et qui sont très difficilement détectables. Et les renseignements intérieurs craignent le passage à l'acte d'un groupuscule
ou même d'un individu isolé qui pourrait passer à l'acte. Merci à Ronan Folgoas et Jean-Michel Descugis. Lola Montemaggi a été extradée de Suisse vers la France le vendredi 23 avril. Placée en détention provisoire, elle est mise en examen pour enlèvement de mineurs de 15 ans commis en bande organisée et soustraction d'enfants hors de France. Cette histoire en est encore au stade de l'instruction. Toutes les personnes dont nous avons parlé dans ces 2 épisodes sont présumées innocentes. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Raphaël Thomas. Réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.